Jusqu'à présent, les fascias sont les grands oubliés des anatomistes. Il s'agit d'un système à part entière qui reste encore à explorer. Neurologie, perception du corps, transmission de la force, tension, cicatrisation. Il n'existe guère de domaines où leur rôle n'est pas déterminant. Et actuellement, on fait de surprenantes découvertes. Qu'est-ce que les fascias? Ce sont des tissus conjonctifs présents dans tout notre corps, directement sous la peau et plus profondément. Chez un adulte, ces membranes blanchâtres pèseraient une vingtaine de kilos. Les fascias enveloppent nos muscles, nos tendons et nos organes. Ils soutiennent nos os. Ignorés et sous-estimés pendant des siècles, ils suscitent aujourd'hui un grand intérêt car ils joueraient un rôle central dans notre santé. Serait-il la cause et la solution de l'affection la plus répandue actuellement, le mal de dos? Pour le savoir, nous avons mené une enquête aux 4 coins du monde. Maine, États-Unis. Thomas Myers forme des thérapeutes. Pionnier dans le domaine des fascias, il est l'auteur d'un ouvrage de référence, Anatomy Trains. Pour lui, pas de doute, les fascias forment une chaîne continue. Si quelqu'un vient me voir avec une inflammation du fascia plantaire, j'obtiendrai rarement de bons résultats en traitant le fascia plantaire lui-même. J'atteindrai une amélioration sur le long terme en travaillant sur le membre inférieur, les muscles ischio-jambiers, voire l'arrière de la tête ou la nuque, parce que les fascias font tous partie d'un même système. Thomas Myers est persuadé que les mystérieux fascias forment un réseau continu et sont reliés les uns aux autres par de multiples lignes. De la tête aux pieds, d'une main à l'autre en passant par les épaules, et même sous forme de spirale dans le tronc. Il en est certain, une sensation de pincement à un endroit du corps a le plus souvent son origine ailleurs. Prenez quelqu'un avec une douleur dans le bas du dos. Les causes peuvent être multiples. La douleur peut provenir de la voûte plantaire, des genoux, des hanches. Elle peut aussi descendre des épaules. Le grand triangle formé par les épaules et le bas du dos constitue un ensemble. On peut voir également comment le bas du dos se comporte quand on se penche. Continue de descendre en enroulant la nuque, Laurie. Nous voulons voir si les apophyses épineuses s'écartent les unes des autres ou si elles sont bloquées quelque part au niveau des fascias. C'est probablement difficile à voir avec la caméra, mais Laurie est bloquée entre les vertèbres L2 et L3. Face à un problème qui se manifeste au niveau du bas du dos, je dois bien regarder partout ailleurs parce que j'ignore où se situe la source du problème. Étant donné que les fascias ont des structures interdépendantes, une douleur peut apparaître dans le bas du dos, qui est une zone fragile chez nous tous, mais sans signifier pour autant que sa source est située au même endroit. Je dois examiner toute la structure si je veux soulager la douleur de façon permanente. Anatomy Trains est la Bible des thérapeutes du monde entier. Mais à défaut de preuves scientifiques, difficile de dire quel rôle joue vraiment ce réseau de tissus. À Francfort, Jan Wilke, spécialiste du sport, veut justement vérifier que les chaînes anatomiques de Thomas Myers existent réellement. Ça a été une grande surprise de constater qu'il n'existait qu'une seule hypothèse, que l'on ne travaillait qu'avec un seul et unique modèle. Et je pense, quitte à passer pour un hérétique, que l'on a tendance à beaucoup fantasmer autour de cette thérapie. L'objectif est donc de découvrir si elle fonctionne réellement. Si après une manipulation, on modifie vraiment les fascias, ou si en fait, on se l'imagine. Réalité ou lubie? Les lignes décrites par Thomas Myers existent-elles vraiment? Jan Wilke teste 6 d'entre elles en se concentrant sur celle du dos.
La ligne pour laquelle existent les données les plus probantes est la ligne dorsale superficielle. C'est également celle que nous étudions principalement dans le cadre de nos études de recherche appliquée. Cette ligne passe par les muscles extenseurs du dos, de part et d'autre de la colonne vertébrale, le ligament sacrotubéral, puis se prolonge jusqu'à l'extrémité inférieure de la jambe, c'est-à-dire l'arrière de la cuisse, le muscle du mollet avec le tendon d'Achille, et pour finir, le fascia plantaire au niveau de la plante du pied. Quel est le secret de cette ligne qui relie les deux extrémités du corps? Pour prouver l'existence de la ligne dorsale, Jan Wilke mène une série d'expériences. Si l'on bouge la cheville, le fascia situé sur l'arrière de la cuisse devrait, selon toute hypothèse, lui aussi bouger. Et effectivement, l'examen échographique montre un léger glissement du fascia. Nos premiers résultats semblent en effet indiquer que si je bouge quelque chose dans la partie inférieure, en l'occurrence si j'étire le muscle du mollet, un effet de traction se produit au niveau du muscle de l'arrière de la cuisse. La deuxième expérience est encore plus concluante. Démontrer la connexion des fascias entre la colonne cervicale et la jambe avec le dos au milieu. On commence par tester la mobilité de la colonne cervicale, puis on étire la jambe. Quels effets a cet étirement sur la colonne cervicale? C'est ce que Jan Wilke cherche à établir. Nous allons maintenant examiner les résultats. Voici les valeurs médianes des 5 mobilisations que nous venons d'effectuer. La mobilité totale, basée sur ces 5 essais, est de 108 degrés, soit 4 degrés de plus que lors du test précédent. Après l'étirement des muscles de la jambe, la mobilité s'est donc améliorée. Nous avons une amélioration de la flexion et de l'extension de la tête, au niveau de la colonne cervicale. Cela laisse supposer qu'il existe un effet mécanique de transmission entre les jambes et la colonne cervicale. L'existence de certaines lignes de fascia reste à prouver. Mais force est de constater que le travail avec un rouleau de massage sur la cuisse a des effets sur d'autres parties éloignées du corps, comme le cou. Jan Wilke pense que les forces se transmettent verticalement, mais aussi horizontalement. C'est un enseignement de toute première importance dans nos recherches, qui sont avant tout tournées vers les applications. Est-ce que cette pratique peut constituer une alternative possible pour le médecin, le kinésithérapeute ou pour le patient chez lui? Un patient souffrant d'une tension douloureuse au niveau cervical doit-il forcément travailler sa colonne cervicale? Ou peut-il, s'il le souhaite, soulager sa douleur de façon indirecte, en travaillant par exemple son tronc ou ses jambes? Ce que Thomas Myers et Jan Wilke étudient chacun à sa façon, cet homme en a livré les premières images. C'est au cours de ces opérations que le docteur Jean-Claude Guimberteau, chirurgien spécialiste de la main, a découvert le fascinant réseau qui enveloppe tout notre corps. Quand vous faites de la chirurgie tous les jours sur les systèmes de glissement, vous observez le tissu conjonctif. Mais comment fonctionne le tissu conjonctif? Voilà une question à laquelle jamais personne n'a répondu. Et comme je voulais développer un système de reconstruction des tendons, faisant appel à ce système de glissement, j'ai essayé de comprendre. À l'Institut aquitain de la main de Bordeaux, le docteur Guimberteau révèle, au gré de Promenade sous la peau, le monde méconnu des fascias. Avec une minuscule caméra, il filme le tissu conjonctif dans des corps vivants. Ces images ont révolutionné la science et notre connaissance des fascias. Vous voyez, voilà les fibres d'organisation. C'est apparemment chaotique comme organisation, mais c'est un chaos apparent. C'est certainement pas un carreau, puisque le résultat, c'est quand même la vie. Donc l'efficience parfaite. C'est-à-dire que grâce aux travaux sur les fascias, on va avoir petit à petit des perceptions de l'anatomie et de nos organisations architecturales qui seront nouvelles et qui ouvriront bien évidemment des thérapeutiques nouvelles. Nous sommes véritablement un réseau fibrillaire. Et ça, de la surface de la peau jusqu'au plus profond de l'os
et des cellules. Tout est lié par une organisation fibrillaire dont le diamètre est extrêmement variable, mais continu. Il n'y a pas d'espace libre. Tout est en continuité. Voilà. Regardez comme c'est beau. Vous voyez ? Fascinantes du point de vue esthétique, ces images donnent à voir la variété de formes et de couleurs de ces structures tissulaires, en mouvement permanent et en réorganisation perpétuelle. À quel ordre obéit ce gigantesque réseau apparemment chaotique ? Quel sens et quelle fonction ont les fascias ? La recherche internationale tente peu à peu de venir à bout de cette énigme. Padoue, l'une des plus anciennes cités italiennes et l'une des plus vieilles universités d'Europe. C'est dans ces salles que Galilée a émis l'idée que l'univers ne tournait pas autour de la Terre. C'est ici aussi qu'une femme obtint pour la première fois un doctorat en 1678. Un lieu propice aujourd'hui encore aux révolutions. Carla Stecco y est professeure d'anatomie. C'est l'une des premières au monde à avoir étudié les fascias. Une digne héritière de ses prédécesseurs qui, jadis, exploraient l'intérieur du corps humain malgré l'interdiction de l'Église. Je pense que les fascias sont très importants. Les ignorer serait comme ignorer les nerfs ou les vaisseaux sanguins du corps. Les fascias forment un organe et nous devons comprendre comment le traiter. Chez les Stecco, la recherche sur le fascia est une affaire de famille. Le père s'y est consacré, puis la fille Carla et le fils Antonio. Mon père a été l'un des premiers à s'intéresser aux fascias et à s'interroger sur la façon de les traiter. À la maison, on en a toujours parlé. Mais au début, je n'étais pas vraiment convaincue du rôle qu'il jouait. J'ai donc commencé à m'intéresser à l'anatomie, aux dissections, parce que je pensais que c'était le meilleur moyen de visualiser et de comprendre réellement la nature de ce tissu. Dans la salle d'anatomie de la faculté, le professeur Stecco s'apprête à pratiquer une dissection. Elle commence par expliquer à ses étudiants ce qu'est un tissu facial. Le pamplemousse est un bon moyen de comprendre ce qu'est un fascia, comment il est rattaché aux muscles. Si nous coupons le fruit en deux, nous voyons qu'il n'est pas constitué que de pulpe, mais aussi d'une composante fibreuse qui divise le pamplemousse en quartiers et soutient le tissu proprement dit. Sur un cadavre, le professeur Stecco montre à ses étudiants où se situent les fascias. Voici ce qui correspond pour les chirurgiens aux fascias. Il s'agit d'un tissu conjonctif lâche qui me permet de glisser d'un niveau à un autre. Comme vous le constatez, c'est une structure extrêmement fluide qui peut se déplacer très facilement. Vous voyez comme je peux entrer à l'intérieur? Les fascias sont composés d'eau, de protéoglicanes et de tissu. Regardez comme c'est beau. Grâce notamment au professeur Stecco, nous savons que les fascias sont omniprésents dans le corps, sous les formes et les natures les plus diverses. Les fascias superficiels se trouvent directement sous la peau. Les fascias profonds entourent nos muscles, mais également les fibres musculaires. Cette peau blanchâtre enveloppe aussi nos organes. Même notre cerveau est tapissé par ce mystérieux tissu conjonctif. Les méninges peuvent être considérés comme des fascias particuliers, car elles ont les mêmes caractéristiques que les fascias visibles dans les autres parties du corps. En s'appuyant sur ses nombreux travaux de recherche anatomique, le professeur Stecco a établi un atlas des fascias, le premier au monde. Ces découvertes font référence. En 4 siècles d'histoire de l'anatomie, les fascias sont pour la première fois systématiquement répertoriés dans l'ensemble du corps humain.
Au début, je n'y comprenais rien. Lors des premières dissections, tout me semblait confus. Je n'arrivais pas à me faire une image claire. Puis, progressivement, j'ai compris comment visualiser le fascia et ce qu'il fallait chercher. Depuis, c'est assez limpide. Je sais l'identifier et c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon atlas. Elle dissèque le fascia thoracolombaire, le grand fascia du dos. Y trouvera-t-elle l'origine du mal de dos? Cette partie de la région lombaire est selon moi une zone particulièrement critique. Ce n'est pas pour rien que 80% de la population mondiale a mal au dos. Les chercheurs n'ont pas encore réussi à percer tous les secrets du fascia thoracolombaire, mais on cerne de mieux en mieux son rôle dans de nombreux problèmes de dos. Voilà, nous avons réussi à isoler le fascia thoracolombaire. C'est probablement le fascia profond le mieux connu que nous ayons dans le corps, parce qu'il est actuellement étudié par de nombreuses personnes. Ce fascia semble effectivement être à l'origine du mal de dos, le mal de dos non spécifique. Le fascia thoracolombaire est l'un des plus importants de notre corps. Mais comment un fascia peut-il occasionner des douleurs? Pourquoi cette enveloppe tissulaire nous cause-t-elle tant de problèmes? C'est aussi ce que veut comprendre Robert Schleip, l'un des spécialistes allemands du fascia. Depuis qu'il sait comment les fascias sont reliés les uns aux autres et à quel point l'activité physique est importante pour le tissu conjonctif, il saute à la corde plusieurs minutes par jour. Ce psychologue et thérapeute corporel de formation a d'abord été un praticien. Pour mieux comprendre à quoi correspondait ce qu'il ressentait sous les doigts quand il manipulait ses patients, il a mis son métier entre parenthèses pour se consacrer entièrement à la recherche. À l'Institut de physiologie appliquée de l'université d'Ulm à Günzburg, il a soutenu une thèse sur les tissus faciaux. Ses découvertes lui ont valu plusieurs prix. De mon point de vue, c'est une sorte de conte de fées, parce que l'histoire de ce tissu, c'est vraiment Cendrillon. C'est le mal-aimé en proie à toutes les moqueries qui obtient soudain de la reconnaissance. Ça me touche, et c'est aussi une histoire vraie. C'est l'organe que l'on avait l'habitude de mettre à la poubelle. En anatomie classique, on était content quand on avait mis de côté cet organe incolore et collant, et que l'on avait enfin sous les yeux les vrais muscles et organes. La reconnaissance dont jouit depuis quelques années cet organe, sans enveloppe et sans structure, est un rebondissement passionnant, je trouve. Robert Schleip veut percer à jour les multiples fonctions des fascias. Quelle est la composition exacte de ces tissus fibreux et blanchâtres trop longtemps dédaignés? Les fascias sont constitués de fibroblastes entourés d'une matrice. Les fibroblastes sont les cellules principales du tissu conjonctif. Ils produisent notamment des fibres de collagène, le composant principal de la matrice. Avec le collagène, les fibroblastes fabriquent en quelque sorte les briques de leur maison. Il est intéressant de noter que ces cellules ne représentent qu'un infime volume du tissu conjonctif facial, mais qu'elles en produisent en revanche une grande partie. J'aime bien faire la comparaison avec les fourmis, qui peuvent construire une immense fourmilière dont le volume sera 10 fois supérieur au leur. Avec Werner Klingler, un collègue chercheur de l'université d'Ulm, Robert Schleip cherche à élucider le mystère des fibroblastes, les cellules surdouées du tissu conjonctif. En synthétisant le collagène, ils participent à la cicatrisation. C'est grâce à eux notamment qu'une plaie ouverte peut se refermer. Mais un excès de collagène peut être préjudiciable. Les deux chercheurs allemands ont constaté que le tissu conjonctif d'un bras plâtré après une blessure se modifiait. Leur étude montre l'importance de l'activité physique pour nos fascias. Après 3 semaines de plâtre et d'immobilisation, on voit que le tissu commence à proliférer. L'image A, à gauche, montre un tissu conjonctif sain et intact avant que le bras soit plâtré. L'image B a été prise après 3 semaines de plâtre. La transformation est manifeste. Le tissu est emmêlé, la structure s'est épaissie et présente un aspect chaotique.
Les données que nous avons relevées le montrent clairement. Le manque d'activité physique entraîne une prolifération des structures conjonctives et, de ce fait, une perte fonctionnelle. C'est l'enseignement principal, avec toutes les conséquences en chaîne. Autrement dit, l'activité physique est indispensable pour maintenir nos fascias en forme. La sédentarité et les mauvaises postures peuvent enraidir les fascias au point que les nerfs et les muscles finissent par se coincer. Le professeur Gregor Antoniadis est un spécialiste reconnu dans le domaine des blessures sportives. Aujourd'hui, il tente avec Robert Schleip une nouvelle approche, assez inhabituelle. Chez ce patient, l'enraidissement du tissu conjonctif a provoqué un pincement du nerf du coude, pincement douloureux et qui engourdit la main. Avant l'intervention chirurgicale, Robert Schleip va essayer de décoller le tissu en le massant doucement. J'arrive à atteindre la zone d'adhérence, regardez, mais pas suffisamment pour parvenir à la décoller. Tout en haut, on distingue bien la partie la plus proche de la peau. Celle-ci n'est pas adhérente. Je vais à nouveau essayer de mobiliser la zone d'adhérence. J'arrive à l'atteindre, vous voyez? J'aimerais bien casser les adhérences, mais je ne peux pas. Le tissu est trop ancien, trop rigide. Quand on arrive à mobiliser le tissu et le fascia de l'extérieur, on peut effectivement faire disparaître le pincement du nerf. Mais comme M. Schleip vient de le constater, ce n'est pas possible ici. Nous allons donc opérer pour tenter de soulager le nerf en scindant le fascia en deux. L'activité physique est bonne pour la santé, mais elle s'avère aussi être essentielle pour les fascias. Pour rester libre et ne pas subir d'enraidissement, ces tissus ont besoin d'une stimulation régulière. C'est la principale leçon. Or, la sédentarité au travail, quand elle n'est pas compensée par une activité sportive suffisante, entraîne souvent des maux de dos. Y aurait-il un lien de cause à effet entre les adhérences faciales et les douleurs dorsales ? Pour le savoir, nous nous rendons à Boston. C'est ici que s'est tenu il y a 10 ans le premier congrès international sur le fascia. Le professeur Hélène Langevin de la Harvard Medical School y a participé. Cette spécialiste du fascia de la première heure a d'abord été médecin clinicienne. Impuissante à soulager ses patients souffrant de mal de dos chronique, elle s'est alors lancée dans la recherche. Généralement, quand un patient se présente avec des douleurs de dos chroniques, on effectue une radio ou une IRM de sa colonne vertébrale, car on suppose que la douleur vient de là. Or, chez nombre de ces patients, les résultats sont normaux. À l'inverse, de nombreux patients avec une IRM catastrophique, avec des disques abîmés, ne souffrent d'aucune douleur. Alors nous nous sommes dit, et si c'était le fascia thoracolombaire? C'est la grande structure du dos qui relie les épaules aux hanches. C'est une large bande de tissu conjonctif. Les fascias sont visibles à l'échographie, ceux du bras comme ceux du dos. Pour découvrir l'origine du mal de dos non spécifique, le professeur Langevin a comparé le tissu de patients souffrant de douleurs dorsales avec celui de patients n'en souffrant pas. Elle a constaté une différence dans sa capacité de glissement. Chez les patients sains, les deux couches superposées sont capables de glisser sur 75% environ de leur longueur, quand le dos est en mouvement. Chez les patients souffrant d'un mal de dos, cette capacité tombe à 50%. Il y a donc une réduction de la capacité de glissement entre les couches. Comme Robert Schleip, le professeur Langevin pense que les responsables sont les cellules du tissu conjonctif. Une production excessive de collagène entraverait le glissement des fascias. Sur un modèle animal, avec des rats, elle a montré que l'activité physique pouvait stopper cette surproduction. L'expérience consiste à réaliser sur des animaux de laboratoire une toute petite blessure, puis à répartir les animaux par tirage au sort en deux groupes. Les uns s'étirent, les autres non. Les étirements ont lieu 2 fois par jour et sont très doux.
Or, nous avons constaté que chez les animaux qui s'étiraient, l'inflammation se résorbait plus vite. Ils guérissent plus rapidement et leur blessure disparaît. Activité physique et étirement permettent une cicatrisation plus rapide. Sous le microscope, le professeur Langevin trouve l'explication. Non seulement les fibroblastes se développent jusqu'à doubler de volume, mais leurs cellules envoient des signaux pour que les tissus se relâchent. C'est une découverte inédite. L'état de tension du tissu conjonctif est de fait activement régulé minute par les fibroblastes. Il s'agit d'une régulation cellulaire active, dynamique de la tension du tissu conjonctif. Cette découverte pourrait s'avérer importante, car on s'aperçoit que les fibroblastes réagissent à l'acupuncture comme aux étirements. Ils s'allongent et aident le tissu à se relâcher. Les étirements actifs, tout comme l'acupuncture, ont un effet relaxant sur les cellules et donc sur les adhérences tissulaires, y compris en cas de problème de dos. Deux moyens de contrer activement nos douleurs. Mais en dehors des mauvaises postures et du manque d'exercice, qu'est-ce qui provoque nos maladies? En étudiant la relation entre mouvement, étirement et problèmes de dos, le professeur Langevin ouvre des perspectives de guérison nouvelles. Robert Schleip aussi poursuit ses recherches. Dans cette expérience, il tend des fragments de fascia dans un dispositif. Il s'agit, pourrait-on dire, de fascias vivants auxquels nous administrons diverses substances de signalisation cellulaire, notamment celles qui sont actives lors de la cicatrisation. Puis nous observons dans quelle mesure les fascias peuvent se contracter seuls, indépendamment des muscles et des nerfs. Et les résultats obtenus sont étonnants. De fait, en réponse aux substances de signalisation cellulaire, les fascias se contractent visiblement. Autrement dit, les fascias réagissent indépendamment des stimuli musculaires ou nerveux. Et la surprise ne s'arrête pas là. Nous avons découvert des messagers chimiques qui interagissent non seulement avec l'inflammation, mais aussi avec le stress émotionnel. C'est une découverte de taille, car nous l'avions déjà constaté en recherche clinique. Les fascias réagissent au stress émotionnel de manière progressive et durable. Robert Schleip confirme ainsi scientifiquement ce que la plupart des personnes souffrant de mal de dos soupçonnaient déjà. Le stress émotionnel peut déclencher des tensions et des douleurs. Le coupable s'appelle TGF, facteur de croissance transformant, un messager chimique qui réagit au stress. La découverte est une avancée majeure. Si je suis tendu pendant des semaines et que je ne parviens pas à me relâcher pendant mon sommeil, ce ne sont pas les fibres musculaires qui sont les plus atteintes, parce qu'on arrive à les détendre. Les plus touchés sont les tissus faciaux, notamment ceux qui entourent les muscles. Dans la pratique, les thérapeutes manuels arrivent à sentir cette tension sous leurs doigts. On pourrait faire la comparaison avec une saucisse, la viande hachée étant les muscles. L'intérieur serait plutôt mou et le boyau dur. C'est exactement le mécanisme que nous étudions actuellement. À Walpole, dans l'État du Maine, Thomas Myers forme des kinésithérapeutes, des masseurs et des professeurs de yoga du monde entier. Objectif, les sensibiliser au réseau facial de leur propre corps et leur transmettre son expérience acquise au fil des années. Je suis autodidacte, j'ai appris sur le tas avec l'aide de mes étudiants, de l'université et de nombreuses personnes de bonne volonté. Je voulais apprendre tout ce que je pouvais sur les fascias. Or, dans les années 1970, la littérature sur le sujet était très limitée. Thomas Myers reste fasciné par les tissus faciaux. Ce réseau global participe à la perception de la position du corps dans l'espace, à celle de nos sensations internes et aussi au maintien de notre posture. La recherche sur le fascia utilise le terme de tenségrité pour désigner le jeu parfaitement ajusté des forces de tension internes qui sont à l'œuvre. La structure de tenségrité permet une meilleure compréhension du fonctionnement du système facial en tant que système global. Comme vous voyez, elle est constituée de bâtonnets et d'élastiques.
Les éléments sont assemblés de sorte que les bâtonnets ne se touchent pas entre eux, mais sont maintenus en place par les élastiques. Si on regarde un squelette de cours de science, dont les os sont reliés par des câbles, on a l'impression d'être constitué d'une armature osseuse autour de laquelle vont s'articuler les muscles, un peu comme le bras d'une grue de chantier. Ce n'est pas le cas. Vos os flottent à l'intérieur de votre tissu conjonctif. Si je pouvais faire disparaître ce tissu mou de votre corps d'un simple claquement de doigts, votre édifice osseux s'écroulerait sur le champ. Voici un formidable contre-modèle à notre représentation classique de la colonne vertébrale, la fameuse structure porteuse, le squelette comme soutien. Le piquet, en quelque sorte, sur lequel repose le tissu mou de la tente de camping. C'est ainsi que l'on se représentait jusqu'à récemment la colonne vertébrale. Ici, nous avons un autre contre-modèle tenségral. Les vertèbres ne reposent pas par compression les unes sur les autres, mais elles sont suspendues, si tant est que les éléments faciaux, représentés ici par les élastiques, exercent une tension élastique suffisante. Dans ce cas, même avec une vertèbre usée, vous pourrez devenir la reine de la salsa de Cuba. La colonne vertébrale n'est donc pas la seule responsable du mal de dos chronique. Mauvaise posture, manque d'exercice et stress jouent aussi un rôle. Pour garder nos tissus en bonne santé, il faut bouger, cela ne fait aucun doute. Mais une autre composante importante entre en jeu, l'eau. Le tissu conjonctif élastique est un immense réservoir d'eau. H2O, tel est peut-être le grand secret des fascias. Le tissu conjonctif est composé d'eau dont la proportion, selon l'âge, peut atteindre 70%. Le processus de fixation de l'eau aussi fait intervenir les fameuses cellules du tissu conjonctif. À Padoue, le professeur Carla Stecco a découvert que les fibroblastes remplissaient différentes fonctions. Ici, nous pouvons distinguer deux formes de cellules. Ce sont toutes les deux des fibroblastes, mais elles génèrent visiblement des matrices extracellulaires différentes. Cette cellule-ci produit probablement des fibres de collagène. Dans l'autre cellule, nous constatons en grossissant l'image la présence de petits points au sein de la matrice. Il s'agit de différents types de protéoglycanes, notamment de l'acide hyaluronique. Nous voyons donc comment les deux cellules produisent des matrices extracellulaires différentes. L'acide hyaluronique est le lubrifiant du tissu conjonctif. La molécule s'organise en d'autres molécules, petites et grandes, se ramifie et se transforme en une sorte de structure spongieuse capable de fixer de grandes quantités d'eau. Moins notre tissu capte d'acide hyaluronique, plus la mobilité des fascias est réduite. Le docteur Antonio Stecco, le frère de Carla Stecco, est consultant à la New York University School of Medicine. Il observe le muscle de la cuisse d'un homme qui s'est porté volontaire et cherche à évaluer la quantité d'acide hyaluronique présent dans les profondeurs de la peau. Ici, nous voyons la peau avec son hypoderme constitué de tissus adipeux, ainsi que les fascias superficiels et profonds. Comme vous le voyez, le fascia profond est composé de plusieurs couches de tissu conjonctif. Entre ces couches, nous avons de l'acide hyaluronique. Dans cette région, nous avons davantage de zones en noir, ce qui indique une présence d'acide hyaluronique plus importante. Trop peu hydraté, le tissu conjonctif devient rugueux et cassant, comme une serviette éponge rêche. L'acide hyaluronique lubrifie et hydrate l'ensemble des tissus. À Ulm, Werner Klingler et Robert Schleip tractent eux aussi l'acide hyaluronique. Ils veulent découvrir quelles thérapies peuvent améliorer l'hydratation et ainsi la capacité de glissement des fascias. Ils mesurent d'abord la quantité d'eau présente dans le tissu. Nous espérons qu'après une séance d'étirement, après une action manuelle, la teneur en eau va de nouveau augmenter. Mieux encore, nous misons sur le fait que le drainage du liquide tissulaire évacuera également les substances inflammatoires et pourra ainsi nettoyer le tissu.
L'appareil indique une teneur en eau élevée. D'un geste précis, Robert Schleip exerce des pressions fermes et continues sur les fascias du dos du sujet volontaire. Le rolfing est la technique la plus efficace que nous ayons trouvée et testée jusqu'à présent. Elle consiste à appuyer longuement et fermement sur la peau, un peu comme si c'était une éponge dont on voudrait extraire toute l'eau qu'elle contient, et d'une façon telle que tous les pores soient bien vidés. Bien évidemment, on ne travaille pas dans la précipitation, mais on y va très doucement. Les valeurs mesurées indiquent que l'on peut, grâce à des thérapies ciblées, renouveler les réserves d'eau des fascias et leur restituer leur souplesse. Là, c'était avant une manipulation. Ici, nous appuyons pour évacuer l'eau comme avec une éponge. Et lorsque nous arrêtons cette action mécanique, le fascia se remplit de nouveau d'eau. Cet exemple est intéressant parce que l'on a appuyé suffisamment fort pour que l'éponge soit plus humide après la manipulation qu'elle ne l'était avant. Autrement dit, on presse l'éponge pour évacuer l'eau stagnante présente à l'intérieur. Et si on presse suffisamment fort plusieurs fois de suite, l'éponge est plus humide qu'avant. C'est évidemment du plus grand intérêt pour nous. Le massage, tout comme l'activité physique, réoriente les fibres de collagène. Les fibroblastes produisent de l'acide hyaluronique frais, l'eau est renouvelée, les fascias peuvent de nouveau glisser correctement. Il ne fait aucun doute que le massage stimule le métabolisme, mais l'activité physique apporte évidemment une dynamique supplémentaire dans le tissu. L'activité physique provoque une augmentation de la température corporelle, ce qui est en soi un stimulus métabolique. 1 degré supplémentaire entraîne une augmentation d'environ 10% de l'activité enzymatique. L'activité physique régulière stimule les fibroblastes qui, en 3 jours seulement, se mettent à produire du collagène frais et décolle les adhérences faciales. Mais pour que le tissu se régénère complètement et visiblement, il faut compter jusqu'à 1 an. L'activité physique est salutaire, mais encore faut-il savoir la doser. Quand je fais du sport, j'introduis des micro-blessures dans des toiles d'araignée qui se sont formées au cours de la nuit. Après le sport, la question est de savoir s'il faut faire une pause d'1, 2 ou 3 jours. Et quel est le niveau d'intensité requis pour inciter les cellules bâtisseuses, les fibroblastes, à produire du collagène frais, plus jeune et plus résistant pour mon fascia thoracolombaire ou mon tendon d'Achille? La bonne alternance, selon moi, ce serait un effort intense suivi de 2 ou 3 jours de repos. Ce serait l'idéal. Les fascias ont des bienfaits insoupçonnés sur notre santé et notre bien-être. La recherche internationale a montré que détendre et étirer les fibres du tissu conjonctif contribuait à atténuer les problèmes de dos. Mais quelle est l'efficacité des méthodes thérapeutiques traditionnelles? Le professeur Hélène Langevin étudie les effets de l'acupuncture sur les fascias. Mon intérêt pour le tissu conjonctif et par conséquent pour le fascia est né lorsque j'étudiais l'acupuncture. Cette pratique consiste à introduire une aiguille d'acupuncture, puis à la faire pivoter légèrement d'avant en arrière. À ce moment-là, l'acupuncteur sent que les tissus se resserrent autour de l'aiguille. C'est ce qui a suscité mon intérêt. Cela est-il important dans le mécanisme de l'acupuncture? Cette question n'avait encore jamais été étudiée. La résistance à l'aiguille au moment de son introduction et de son retrait relève-t-elle de la simple sensation ou correspond-elle à une véritable réaction dans le tissu conjonctif? Nous nous sommes demandé si cela était mesurable. En effet, comment mesurer ce que l'on sent? Nous avons donc réalisé une série d'expériences avec un robot qui insérait l'aiguille, puis la faisait rouler d'avant en arrière. Et nous avons ensuite mesuré la force nécessaire pour retirer l'aiguille. Si le tissu saisissait réellement l'aiguille, la force nécessaire pour la retirer devait être supérieure à celle de l'introduction. C'est ce que nous avons démontré. Il suffit que l'aiguille soit introduite puis retirée pour que le collagène s'enroule autour d'elle, à la manière de spaghettis autour d'une fourchette. La sensation de résistance bien connue des acupuncteurs a désormais un fondement scientifique.
Plus surprenant encore, des fibroblastes éloignés de plusieurs centimètres réagissent à l'aiguille. Un effet visible à l'examen échographique. Mais que déclenche précisément l'aiguille d'acupuncture dans les fascias? Et le mécanisme à l'œuvre avec les fascias et les fibroblastes pourrait-il expliquer l'effet antalgique de l'acupuncture? Les fibroblastes, ceux autour de l'aiguille comme ceux présents dans un périmètre de plusieurs centimètres, se déploient. Ils réagissent, ils relâchent le tissu. Un autre phénomène nous intéresse, la libération d'une substance baptisée ATP. L'ATP est une molécule de signalisation. Or, nous pensons que l'ATP pourrait avoir un lien avec l'effet antalgique de l'acupuncture. Si les fascias sont sensibles à l'activité physique et aux étirements, le professeur Langevin a pu démontrer que l'acupuncture aussi pouvait contribuer à détendre les tissus et même apparemment soulager la douleur. La recherche moderne confirme ainsi le bien fondé d'une méthode thérapeutique ancestrale. En matière de mal de dos chronique, les disques intervertébraux ont longtemps été dans la ligne de mire. Mais depuis quelques années, le regard se tourne de plus en plus vers les fascias. Dans quelle mesure le tissu facial peut-il ouvrir la voie à des perspectives thérapeutiques innovantes? Cette question intéresse aussi la recherche sur la douleur. Le professeur Siegfried Menze, de la faculté de médecine de Mannheim, est l'un des premiers à avoir reconnu l'importance du tissu facial. Pour établir si les fascias étaient eux-mêmes sensibles à la douleur, il a dû mettre en évidence la présence de nerfs de la douleur dans les fascias. Nous avons réalisé des expériences dont l'objectif était de prouver l'existence de terminaisons nerveuses au niveau du grand fascia du dos. Comme vous voyez, il s'agit d'un réseau de fibres nerveuses relativement dense. Dans ces terminaisons nerveuses en forme de points, les chercheurs ont découvert la substance P, nommée d'après le mot anglais « pain », douleur. Les petits points sont des récepteurs de la douleur. Mais comment savoir si la douleur provient du fascia et non du muscle? Le fascia et le muscle sont en effet pratiquement indissociables. Avec une pincette d'horloger ultra fine, on stimule le fascia afin de mesurer la sensibilité à la douleur. Puis on stimule le muscle et on procède à la même mesure. Enfin, on compare. Du fascia ou du muscle, lequel perçoit la douleur? Chaque pic correspond à un signal électrique. Dans cet exemple, il s'agit d'un rat anesthésié que l'on a stimulé avec la pincette que je vous ai montrée. Nous avons contusionné le fascia et comme on le voit ici, cela a entraîné l'apparition de signaux électriques de fréquence plus élevée. La stimulation du fascia a par conséquent une influence nettement supérieure sur ces cellules nerveuses que la stimulation des récepteurs du muscle. Les fascias sont le siège d'innombrables récepteurs de la douleur. Cela fait du tissu conjonctif l'un des organes de la perception parmi les plus sensibles. Les preuves scientifiques sont formelles. Comme Robert Schleip, le professeur Menze et son équipe supposent que le stress influence directement le tissu des fascias. En jeu dans ce mécanisme, le système nerveux sympathique qui fait partie du système nerveux autonome. Depuis le cerveau et la moelle épinière, il se distribue à presque tous les organes. Nous ne pouvons pas le contrôler volontairement. Activé par le stress, il prépare notre corps, comme jadis, à la lutte ou à la fuite. Pouls qui s'accélère, mains moites, voix qui tremblent. Mais comment peut-il influencer le tissu facial? C'est ce que le professeur Menze a réussi à montrer. Cette image caractéristique a confirmé notre hypothèse selon laquelle ces fibres sont effectivement présentes dans le fascia.
On voit ici un entrelac de fibres nerveuses. Et si on grossit encore l'image, on distingue de nouveau ces petites extensions ponctuelles de fibres, qui sont très probablement des fibres sympathiques. Lorsqu'elles sont stimulées, par exemple par le stress, ces fibres libèrent des substances qui entraînent une contraction des vaisseaux sanguins. Ce serait l'un des mécanismes qui pourrait expliquer pourquoi les patients affirment que le stress augmente leur mal de dos. Nous savons que la douleur ressentie au niveau des fascias peut être déclenchée par une stimulation excessive et remonter via les voies nerveuses jusqu'au cortex cérébral où elle est perçue. En cas de stress, le chemin serait inverse. Le stress active le système nerveux sympathique qui descend via l'autoroute de la douleur du dos vers les nerfs des fascias. Nous avons alors mal au dos. Nous savons désormais que les fascias constituent une source de la douleur très importante. D'une part parce qu'ils sont densément innervés, d'autre part parce qu'ils possèdent une connexion très performante avec les cellules nerveuses de la moelle épinière. On peut par conséquent supposer que les fascias jouent un rôle très important dans les douleurs dorsales relevant d'un conflit situé dans les tissus mous. Voici le docteur Jonas Thesards du centre hospitalier universitaire de Heidelberg. Quand il était doctorant, il a, avec le professeur Menze, révélé le lien entre stress et mal de dos chronique. Il est persuadé que la douleur est, selon les circonstances, assimilée différemment par le corps. En nous appuyant sur l'examen clinique, nous avons constaté que les patients présentant un niveau élevé de stress, et notamment ceux ayant vécu des traumatismes psychiques, des expériences difficiles sur le plan émotionnel, se distinguaient des autres patients dans leur évaluation de la douleur. Et ce qui est intéressant, c'est que la différence est surtout flagrante dans leur évaluation de la douleur profonde, issue des stimuli myofasciaux. Aujourd'hui, le docteur Thesards mesure chez un patient souffrant d'un mal de dos chronique la sensibilité à la douleur dans les fascias. Il s'intéresse particulièrement à la sensibilité à la douleur répétitive. Quand un stimulus répétitif a lieu, à cause par exemple d'un mauvais enchaînement ou d'un mauvais schéma de mouvement, la douleur a tendance à s'imprimer davantage chez les patients présentant un niveau élevé de stress ou ayant subi une expérience traumatique. On peut imaginer que les tissus myofasciaux disposent d'une connexion particulièrement rapide avec le cerveau et la mémoire de la douleur, et que la douleur peut rapidement devenir chronique chez des patients avec un haut niveau de stress ou avec des expériences traumatiques. L'hypothèse est que les patients souffrant d'un mal de dos chronique ont une mémoire de la douleur très développée. Le docteur Thesards cherche un traitement qui implique le cerveau. Il a recours pour cela à une approche qui a fait ses preuves en thérapie du traumatisme, l'EMDR. L'EMDR consiste à traiter les expériences traumatiques par le mouvement des yeux. Pouvez-vous me décrire brièvement la situation au cours de laquelle la douleur est apparue la première fois ? C'était pendant le semi-marathon de Heidelberg. Au kilomètre 20, une descente raide, et soudain une douleur vive est apparue. En EMDR, le patient suit des yeux la main du praticien. Les mouvements oculaires sont censés activer les forces de guérison du cerveau et réévaluer les expériences négatives. Après la séance, le docteur Thesards vérifie si la sensibilité à la douleur dans les fascias s'est atténuée. Dans le cadre d'une étude, des chercheurs ont comparé deux groupes de patients souffrant de mal de dos chronique. Les premiers traités par des médicaments et une thérapie corporelle, les seconds par le MDR. Dans le second groupe, la douleur a disparu chez 20% des patients et s'est nettement atténuée pour la moitié d'entre eux. Un résultat encourageant et meilleur que celui du groupe témoin. Le grand rôle joué par les fascias dans le mal de dos chronique est aujourd'hui incontestable. Et la science a enfin trouvé une explication à un phénomène que nous connaissons tous. Le stress peut déclencher les douleurs de dos et les aggraver. L'activité physique et les étirements peuvent renouveler le tissu facial adhérent et atténuer le mal de dos. Qui plus est, les méthodes de recherche modernes ont confirmé l'efficacité d'une pratique thérapeutique séculaire.
Le tissu conjonctif du fascia, qui enveloppe tout le corps, est le siège de nombreuses maladies, mais aussi la clé de leur guérison. Ces 10 dernières années, les travaux consacrés au fascia ont connu une croissance exponentielle. Nous sommes vraiment partis de zéro. Nos connaissances en anatomie ont progressé. Nous avons une meilleure compréhension des phénomènes microscopiques et moléculaires. Mais il nous reste encore beaucoup à apprendre sur les fascias. Ces dernières années, les fascias sont passés du second plan au devant de la scène, se muant en fascinants objets d'étude. La science place de grands espoirs dans la recherche sur le fascia, y compris en cancérologie. Si l'étirement peut faire diminuer les fibroses et les inflammations, il est naturel de se demander s'il ne pourrait pas réduire le développement du cancer. C'est l'une de nos pistes de recherche. Je n'aurais jamais imaginé que la cancérologie deviendrait un jour l'un des domaines où la recherche sur le fascia est utilisée et apporte une contribution majeure. Je ne veux pas m'avancer sur l'avenir, mais nul doute qu'il nous réserve encore bien des surprises. Grâce à la recherche sur le fascia, on sait désormais que ce tissu conjonctif, longtemps sous-estimé, est le siège de maladies et de douleurs jusqu'alors inexpliquées. Mais on sait aussi qu'il constitue une source potentielle de guérison.